Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons faire un point sur les relations Australie-Chine qui sont décidément en dents de scie et relativement imprévisibles. Et en réalité, on peut se demander quelles sont véritablement les intentions de Pékin relativement à Canberra. Comme toujours, un peu d'histoire immédiate, un peu d'histoire récente. On se souvient qu'à la suite de l'appel de Canberra pour une enquête internationale sur les origines de la pandémie du Covid-19 en 2020, la Chine avait imposé des droits de douane assez prohibitifs, visant la plupart des exportations australiennes, charbon, vin, etc. Et la levée de ces sanctions et restrictions depuis 2022 semble avoir permis une relance des échanges commerciaux. Les importations chinoises en provenance d'Australie ont augmenté de 12% sur un an cette année, en 2023, par rapport à octobre de l'année dernière. Et surtout, on se rappelle que début novembre, le Premier ministre australien, Anthony Albanese, s'était rendu en Chine et avait rencontré son homologue chinois. Son homologue chinois étant ici pas tout à fait l'homologue, puisque c'est le Premier ministre chinois Li Qiang à Pékin, mais ce n'est pas tout à fait le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping. Donc Anthony Albanese, le Premier ministre australien, qui est donc la principale autorité du pays, a rencontré le numéro 2 chinois, Li Qiang à Pékin, pour relancer le dialogue annuel. En effet, il y a eu pendant plusieurs années un dialogue annuel, on l'aura presque oublié, entre la Chine et l'Australie. Cela correspond finalement à une époque qui semble un peu révolue des relations internationales, à une époque où l'on croyait encore que le monde se jouerait une partition uniforme et que la Chine s'accorderait au concert des nations de façon volontaire et autonome. Donc, 7 ans après, il s'est écoulé donc 7 ans après la dernière réunion entre l'Australie et la Chine, 7 ans après qu'un différend diplomatique a mis terme à ces réunions annuelles, donc avant l'incident même déjà du Covid. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé durant cette rencontre Chine-Australie, durant la visite d'Anthony Albanese à Pékin? Li Qiang a affirmé, donc il y a aussi ça, une spécialité, on dirait une spécificité chinoise de cette capacité à produire du discours diplomatique qui est toujours extrêmement souple, extrêmement rassurant, extrêmement lisse, et qui toujours, évidemment, nous pose la question de son contenu, nous pose la question de son rapport à la réalité. Enfin, donc, Li Qiang a dit que la Chine était disposée à travailler avec l'Australie pour renforcer le dialogue. Autrement dit, et on voit ici aussi la rhétorique, c'est la Chine qui est disposée à dialoguer. C'est-à-dire que ça veut dire que s'il n'y a pas de dialogue, c'est forcément la faute de l'autre. Donc la Chine est disposée à travailler avec l'Australie pour renforcer le dialogue, approfondir la confiance mutuelle, gérer correctement les différends et développer les relations bilatérales. Le potentiel de coopération entre la Chine et l'Australie est énorme, je cite Li Qiang, parlant à son homologue Anthony Albanese. Et évidemment, encore une fois, quand la Chine dit qu'elle est disposée à gérer correctement les différends, ça signifie, encore une fois, que l'Australie n'est pas capable de le faire ou qu'elle invite l'Australie à être aussi apte que la Chine elle-même, que Pékin, à approfondir la confiance mutuelle, gérer les différends, développer les relations, etc., puisque le potentiel de coopération est énorme. Ça rappelle un peu le fameux gagnant-gagnant, le win-win, qui a été à un moment donné un peu au cœur
de la parole publique de la République populaire et de Xi Jinping, quand il déclare que les relations stables entre Pékin et Canberra, donc c'est une déclaration qu'il a faite juste avant, un jour avant qu'Albanese se aille au Pékin, que les relations stables entre Pékin et Canberra servaient les intérêts des deux pays. Et cela, en fait, c'était une manière de signaler que la Chine était prête à apaiser les tensions. Voilà, même s'il existe des différends entre nous, l'Australie et la Chine, bénéficient tous deux de la coopération et du dialogue, a renchéri Albanese et qui joue le jeu du ralentissement des tensions. Et la Chine, évidemment, elle a tout intérêt à pacifier ses relations régionales afin de s'opposer à l'influence grandissante des États-Unis qui a été manifestée de façon éclatante, évidemment, par le partenariat de l'AUKUS, des sous-marins nucléaires, même si le devenir de la construction de ces sous-marins nucléaires semble ne pas être si évident que ça. Donc la Chine, évidemment, si elle ne veut pas pousser l'ensemble des pays riverains de la mer de Chine du Sud et du Pacifique en général dans les bras des États-Unis, elle doit présenter un visage un peu plus aimable. Et évidemment, ici aussi, il y a une formulation que Xi Jinping a adoptée. Et c'est quoi, quand il a vu Albanese, avant de voir Albanese, et qui est en fait assez révélatrice, assez symptomatique et assez constante récemment, c'est quoi ? C'est donc selon Xi Jinping, il s'agit d'éviter la politique de bloc. Ça, c'est quelque chose que la Chine dit à l'Australie, dit à la Corée du Sud, voire même dit au Japon, dit à l'ensemble de ses partenaires avec lesquels elle a des tensions. Ça signifie quoi la politique de bloc ? Ça signifie que la Chine veut des relations bilatérales. Elle ne veut pas que les États-Unis s'interposent entre elle et la Corée du Sud, le Japon, l'Australie, les Philippines, etc. Et la politique des blocs, c'est le fait que les États-Unis essayent de créer des relations entre ces pays, entre le Japon et la Corée du Sud, entre le Japon et l'Australie, entre le Japon et l'Inde, etc. C'est le Quad, c'est l'AUKUS. Et donc c'est ça, cette politique de bloc, qui est pour l'instant à l'avantage de l'influence américaine à laquelle s'oppose la Chine. Mais évidemment, 2 semaines après ces retrouvailles prometteuses d'une éclaircie sur le front sino-australien des échanges, il y a eu évidemment un incident. Le 20 novembre, le destroyer chinois CNS Ningbo a fait fonctionner son sonar alors que des plongeurs de la marine australienne étaient sous l'eau pour tenter de dégager les filets de pêche qui emmêlaient les hélices de leur navire HMAS Toowoomba. Et cela même alors que le Toowoomba avait informé le Ningbo que des opérations de plongée étaient en cours. On sait que quand on utilise des sonars dans l'eau, c'est quelque chose qui peut mettre en danger la santé, l'intégrité physique des plongeurs. Et donc la Chine, en tout cas l'armée chinoise, a fait activer ces sonars de façon extrêmement dangereuse. Pourquoi ? C'est parce que celle-ci a dit en fait que c'était une manœuvre de l'Australie. On va revenir sur ça. Donc le lendemain, le Premier ministre Anthony Albanese lui-même, c'est-à-dire qui s'était rendu à Pékin en début novembre, et donc là, à fin novembre, il dit qu'il a critiqué la Chine pour, je cite, une rencontre dangereuse entre les navires de guerre chinois et australiens. Et il a Albanese, il a insisté sur le fait que c'était un incident regrettable, dangereux et peu professionnel de la part des forces chinoises qui pourrait causer des dommages aux relations avec l'Australie, entre l'Australie et la Chine. Donc c'était juste 2 semaines après les retrouvailles, après la visite à Pékin. Cet incident, il n'est pas nouveau, il arrive souvent entre que les militaires américains, canadiens et australiens. Ils se sont plaints à plusieurs reprises des actions dangereuses de la marine et de l'armée de l'air chinoise dans le Pacifique. En réalité, ce qui est plus inquiétant, ce n'est pas l'incident lui-même, c'est surtout la réaction chinoise. Évidemment, la Chine n'a pas reconnu son erreur, ou un manque de jugement, mais elle a rejeté catégoriquement les allégations en disant qu'elles étaient fausses. C'est-à-dire que
pour Pékin, personne ne peut avoir raison contre la Chine ne peut pas avoir raison. On dirait que pour Pékin, le fait qu'il y a eu les 100 ans d'humiliation, pour Pékin, ça lui donne le droit d'avoir raison pendant 10 000 ans. C'est-à-dire que pendant 100 ans, on a été humilié, et maintenant, on a 10 000 ans devant nous pour humilier les autres, pour s'imposer aux autres. En tout cas, la Chine a contre-attaqué en disant que la présence des navires de la marine australienne en mer de Chine méridionale constituait en fait une forme de pression géopolitique. Il s'agissait pour l'Australie de contenir la Chine, et donc la Chine avait la raison de répondre par quelque manière que ce soit, notamment l'utilisation d'un sonar. Le rapprochement sino-australien semble donc avoir été de courte durée et les tensions restent encore assez vives. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.